Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Il avait promis mettre fin en 24 heures à la guerre en Ukraine, une fois au pouvoir. Non seulement il ne l'a pas fait, mais celui qui dit mériter le prix Nobel de la paix, c'est tout le Moyen-Orient qu'il met à feu et à sang. De simples menaces, le président américain Donald Trump et son allié, l'Israélien Benjamin Netanyahou, ont engagé ce 28 février une guerre contre l'Iran. Les moyens engagés sont colossaux. Parmi ceux-ci, un porte-avions, le plus puissant du monde, le plus cher aussi, dit-on, 13 milliards de dollars, 4000 marins à bord, 90 avions et hélicoptères. Mais cela n'impressionne pas du tout l'Iran. Elle montre au contraire une résistance farouche. Les Américains sont en difficulté, du moins pour l'instant, et les autres membres de l'OTAN hésitent à apporter leur soutien à l'allié américain. C'est votre guerre, pas la nôtre, disent-ils. Mais quels sont les dessous véritables de cette guerre? Combien de temps prendra-t-elle et quelles sont les conséquences possibles pour le continent africain? Deux intellectuels africains avec moi pour en parler. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique êtes-vous par ailleurs. Alors, le droit international existe-t-il encore? Les relations internationales peuvent-elles s'affranchir du droit international? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci, M. Togbe. Kevin Maïzo, journaliste, êtes-vous analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation pour décrypter cette guerre qui ensanglante le Moyen-Orient, mais aussi pour analyser les conséquences possibles que celle-ci peut avoir pour le continent africain. Merci à vous. C'est moi. Chers invités, deux faits majeurs qui nous permettent dans cette émission de circonscrire le champ de notre réflexion et de notre décryptage de ce qui se passe au Moyen-Orient. Ça tombe bien et ça nous évite des spéculations inutiles. Nous sommes le 17 mars 2026. Joseph Kent, haut responsable de l'antiterrorisme américain, remet sa démission au président américain. Je le cite. Il dit « Je ne peux pas en toute conscience soutenir la guerre en cours en Iran. L'Iran ne représentait aucune menace imminente pour notre nation et il est clair que nous avons déclenché cette guerre en raison de la pression d'Israël et de son puissant lobby américain. » Fin de citation. Mais ça, c'est Keynes qui parle. 18 mars 2026, le lendemain, c'est-à-dire 24 heures après, c'est Tulsi Gabbard qui enfonce le clou. Elle non plus n'est pas n'importe qui. Elle est la directrice du renseignement national. Elle contredit Donald Trump et affirme que Téhéran n'avait pas relancé son programme nucléaire. La question, mes chers invités, c'est que font les Américains en Iran? Alors, que font les Américains en Iran? Les Américains participent en fait à réduire l'influence iranienne au Moyen-Orient. Voilà, parce que c'est qu'il faut voir, il faut comprendre un peu la stratégie des Américains et de leurs alliés israéliens, parce que au niveau du Moyen-Orient, vous avez un État qui est puissant, Israël, qui est, même si c'est pas officiel, qui est un État doté d'armes nucléaires et qui considère qu'il est entouré des pays hostiles. Voilà. Et donc, dans l'immédiat, vous avez le Hamas, donc soutenu d'après eux par l'Iran. Oui. Vous avez derrière le Hamas, vous avez le Hezbollah libanais, soutenu encore par l'Iran. Vous avez au Yémen les Houthis, soutenus encore par l'Iran. Et vous avez en Irak aussi le Hezbollah, qui est très très puissant là-bas aussi. Et donc, vous avez à la vérité une puissance, en fait, l'Iran apparaît donc aussi comme étant une puissance potentiellement une puissance régionale, oui, puisqu'il est capable d'actionner les proxys qu'il dispose au niveau de la sous-région. Donc, tous ces proxys, travaillant pour l'Iran, considèrent Israël comme étant une grande menace. Donc, Israël profite donc du 7 octobre pour pouvoir disposer d'une politique de remodélage du Moyen-Orient. oui. Donc, il faut en finir avec les proxys. Donc, ça, c'est quasiment fait, puisque le Hamas est aujourd'hui quasiment à terre.
Enfin, Bon, oui, parce que c'est en fait on n'est pas sûr. la capacité de nuisance du Hamas a été réduite. Ça, c'est sûr. La capacité de nuisance du Hezbollah, bon, même si aujourd'hui on voit que le Hezbollah est toujours aussi fort puisqu'il envoie toujours même des missiles au niveau du territoire israélien, mais on va dire que l'architecture politique du du Hezbollah dans le Liban a été quand même très touchée, avec l'affaire des beepers, avec Nasrallah qui a été décapité. Donc il y a aujourd'hui, on peut dire que tout ce qui restait à Israël, c'était l'Iran. C'est-à-dire qu'il fallait maintenant s'en prendre, comme eux, ils considèrent la tête de l'hydre, en fait. Donc vous avez la guerre de 12 jours, qui finalement n'a pas porté ses fruits. En 2025. Et donc, il fallait finir le travail. Voilà, donc, parce que pour eux, l'Iran dispose toujours des missiles balistiques, d'une réserve de missiles balistiques très importante. Et puis, il y a un doute toujours sur le programme nucléaire iranien, quoique les Américains, le président Trump avait dit que le programme avait été anéanti avec leur frappe. Bon, en juin 2025, c'est ce qu'on nous a dit. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit, mais il n'en demeure pas moins qu'aussi longtemps que le régime des Mollahs est toujours là, parce que ces régimes considèrent Israël comme étant en fait une entité qui n'a pas sa place au Moyen-Orient. Oui. Donc pour Israël, aussi longtemps que le régime des Mollahs est toujours là, eux, ils sont toujours menacés dans leur existence. Hein, ça, c'est leur discours. Et donc, par eux-mêmes, ils ne peuvent pas, puisqu'on a vu avec la guerre de 12 jours, il a fallu que les États-Unis interviennent à la fin. Vous voyez ? Donc, c'est plus stratégique de pouvoir faire rentrer dans la danse les États-Unis avec leur puissance pour donner un coup fatal à l'Iran. Donc je pense que les Américains, par eux-mêmes, à la vérité, je ne vois pas l'intérêt direct des Américains dans cette guerre, à la vérité. Puisque l'Iran ne menace pas les États-Unis au Moyen-Orient, à la vérité, même si potentiellement il y a quand même une menace, qu'il y a une menace, parce qu'il y a une force potentielle de l'Iran qu'il peut actionner à tout moment. Mais le débat, c'est est-ce que l'Iran constituait une menace imminente ou pas? C'est ça le vrai débat. Pour les Américains. Pour les Américains. Mais ce que vous dites est intéressant. Maître Brice, nous avons deux aspects, deux dimensions de la problématique. La première dimension, c'est la dimension de la légalité. Et puis la dimension de la légitimité politique, la légitimité de la guerre. Une guerre peut être légitime sans être légale. Vous nous dites, et c'est très intéressant, ça va nous éviter de tomber dans l'anti-israélisme primaire. Ce n'est pas le but de l'émission. Il faut se calmer et aborder les problématiques dans leur profondeur. C'est vrai que, au-delà du 7 octobre que vous avez évoqué, les rivalités, les hostilités entre l'Iran et Israël, ça date de longtemps. On se souvient des envolées de Ahmadinejad à la tribu des Nations Unies qui promettait au monde entier de tout faire pour rayer Israël de la carte. Vous êtes en train de nous expliquer qu'au fond, Israël est fondé à se défendre à partir du moment où quelqu'un vous dit en permanence, je ferai tout pour que vous disparaissiez. Vous n'avez pas votre place là où vous êtes. Oui, mais en fait, là, on a deux philosophies. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui considèrent qu'un État peut être légitime à engager une action préventive. Bon, il y a deux écoles. Oui. C'est l'école un peu avec l'ère de Bush-fils, hein, vous voyez, avec les guerres préventives contre l'Irak, parce qu'on estimait un État peut préventivement empêcher une action contre lui. Voilà. Bon, c'est dangereux. Oui, c'est grave comme école, mais vraiment, il va falloir s'y accommoder. Voilà, ça dit que moi, j'expose un peu les écoles, parce qu'il y a cette école-là, et puis il y a l'école de ceux qui estiment qu'il ne peut pas, il y a de guerre que de guerre défensive. En tout cas, c'est-à-dire que ce n'est que quand vous êtes attaqué que vous avez le droit de vous défendre en utilisant les moyens dont vous disposez. Bon, là, pour l'État israélien, pour eux, à partir du moment où eux, ils estiment que l'État qui est en face d'eux, c'est-à-dire l'État iranien, est un État qui officiellement revendique la disparition de l'État d'Israël et qui est en train de mener un programme nucléaire qui peut aboutir à une arme nucléaire, que si cet État accédait au statut de puissance dotée, alors pour eux, ça va être un problème existentiel. Vous voyez ? Alors, maintenant, il y a un débat, parce qu'il faut aussi tout de même dire... Sur la dimension légale. Voilà, sur la dimension, même sur la dimension de légitimité. Parce que vous avez quand même l'ayatollah Khomeini, qui a été assassiné. Il avait tout de même pris un acte par lequel il avait interdit l'État iranien d'accéder à l'arme nucléaire. Oui.
Vous voyez? Donc ça, c'est tout de même, il faut le dire. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un à la base qui était pour l'accession à la détention de l'arme nucléaire. Vous voyez? Donc, je pense qu'au niveau de la légalité, cette guerre, elle est illégale, il faut le dire, parce que ça n'a pas été autorisé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, donc c'est une agression. Donc l'idée que je n'attends pas d'être attaqué avant de me défendre, je prends le devant des choses et je mène une guerre préventive, c'est illégal. Alors c'est illégal, c'est une doctrine qui a été mise en exergue par les néoconservateurs américains. Absolument. Ouais, donc ça a été contesté. À l'époque, la France l'a contesté, mais il n'en demeure pas moins que plusieurs États européens ont participé à cette guerre de 2003 en Irak, dans le cadre de l'OTAN. Vous voyez, donc aujourd'hui, le débat, il est entre les tenants de la guerre préventive et les tenants de la guerre défensive. Voilà. Kevin Maïzo, c'est clair le propos de Maître Brice Nzamba, mais ce qui est toujours difficile à comprendre, et vous êtes analyste politique, c'est qu'au fond, admettons même que l'ayatollah Khomeini n'avait pas pris cet acte d'interdisant. Oui, c'est un avis juridique, le fatwa, considérant l'arme nucléaire comme de toute façon, haram. Fatwa ou pas fatwa, les Américains n'y croyaient pas du tout, les Israéliens non plus. Mais on sait que la grammaire même de base de l'arme nucléaire, c'est que une fois que tu la possèdes, tu ne l'utilises pas. Elle est dissuasive. Oui. Bon, qu'est-ce qui fait peur aux Israéliens? Pas du moins, eux-mêmes, ils ont l'arme nucléaire. Mais je crois que c'est un problème d'équilibre, parce que au-delà de tout ce qui a été dit par Maître Brice Nzamba, il faut souligner quand même un phénomène. L'Iran, c'est un des plus grands pays de la région, plus ou moins 1,5 million de kilomètres. Oui. C'est une vieille civilisation. C'est vrai. C'est parmi les plus grandes réserves de pétrole au monde. C'est vrai, de gaz parmi aussi. les plus grandes réserves de gaz au monde. C'est vrai. Un des tout premiers producteurs d'ingénieurs au monde. C'est vrai aussi. Et les femmes iraniennes sont parmi les plus éduquées. Les taux de femmes universitaires est parmi les plus élevés au monde. Même si elles sont voilées. Oui. Si vous mettez tout ça ensemble, vous avez affaire à une très grande puissance. Or, le monde actuel, constitué par les Occidentaux, les clubs occidentaux, qui est adepte de la théorie du centre et de la périphérie. C'est-à-dire que la périphérie doit être au service du centre. Les centres doivent être riches, respecter, avoir un certain mode de vie, et les autres doivent être au service du centre. Donc, la guerre qui se déroule aujourd'hui, c'est soumettre un État qui ne veut pas se soumettre. Ça, c'est la première des choses. Donc, l'Iran, qui légitimement peut revendiquer d'avoir la bombe atomique parce que tous les pays aux alentours presque en ont. Je pense à la Russie au nord, je pense au Pakistan, pas très loin de là. C'est vrai. Je pense à Israël, pas très loin de là aussi. Iran, puissance moyenne. Donc, comme les Pakistan, comme l'Inde. Bon, la Chine, je ne veux pas considérer la Chine comme une puissance moyenne. Ah non. Bon, la Turquie est membre de l'OTAN, donc protégée par le parapluie de l'OTAN. Donc l'Iran, en bonne intelligence, est en droit d'avoir la bombe atomique, du moins le nucléaire civil. Donc ce qui se passe, c'est mettre au pas un pays qui n'est pas soumis et on utilise par collusion d'intérêts un État de la région qui a intérêt à avoir un Iran faible. Ne perdons pas de vue que l'Iran, c'est un pays multiconfessionnel, mais à majorité chiite. Chiite, bien sûr. Mais c'est le plus grand pays ayant la plus grande population juive après Israël dans cette région. Et les Juifs, ils vivent en paix. Tandis que tous les autres pays de la région, c'est des pays sunnites. Donc, il y a en filigrane aussi un problème entre les chiites et les sunnites. Si l'on divise les chiites et les sunnites, on va les affaiblir en laissant en avant un pays occidental, selon la définition du terme. Parce que quand on dit que tel est un pays occidental, en fait, c'est quoi? C'est un ensemble de pays qui ont une vision ou qui ont des intérêts communs derrière les États-Unis. C'est vrai. Ce qui explique que Israël et le Japon, bien qu'en Asie, sont des pays occidentaux. Donc, ça, c'est aussi les intérêts des Occidentaux qu'on met en avant. Il faut affaiblir l'Iran au profit d'un pays occidental, Israël, et ne pas avoir un pays qui pourrait déranger
les énormes intérêts pétroliers des États-Unis chez des pays sunnites devant lesquels qui sont derrière l'Arabie Saoudite. Donc, vu sous cet angle aussi, ça complète complètement ce que Maître Brice venait de dire. Il faut affaiblir l'Iran, mais tout ça est variable, tout ça change en fonction du temps. Il fut un moment où l'Iran était le parfait allié des Occidentaux. Donc, ça révèle, mais on le verra au cours de cette émission, le visage de l'Occident lorsque ses intérêts sont en jeu. Ce qu'il faut chercher à comprendre avant d'avancer dans cette émission, Maître l'a dit, il n'y avait pas un intérêt immédiat et direct pour les Américains d'entrer en guerre. Comment en arrive-t-on? Il a dit, Joseph Kent, ce sont les Israéliens qui nous ont poussés à engager cette guerre. Sinon, il n'y avait pas de raison, de motif valable pour nous pour engager cette guerre. On en est là, effectivement, qu'aujourd'hui, les Américains en sont là où... La plupart des pays occidentaux, c'est ça le problème de la démocratie occidentale. Ça devient une démocratie... Attention, on va faire attention dans cette émission. Il n'est pas... Encore une fois, l'émission n'est pas dirigée ou n'a pas vocation à critiquer l'État d'Israël. On peut évidemment essayer... C'est un sujet, nous on parle de l'État d'Israël comme sujet de droit international. Comme sujet de droit international, les autres considérations, ça ne nous regarde pas, dans cette émission. C'est ainsi que je dis que c'est un problème de la démocratie occidentale qui devient une démocratie de lobby. C'est-à-dire la volonté du peuple ne compte pas. Ce qui compte, ce sont des puissants lobbies qui travaillent au service de certains intérêts, qui ont pris les États en otage et qui mènent les États à la paix, à la guerre ou vers telle ou telle autre direction. Ce qui se passe, c'est que nous avons un premier ministre israélien d'extrême droite qui est poursuivi par la justice de son pays. Et tant qu'il mènera des guerres, la justice et même les élections seront mis entre parenthèses. Donc il a vraiment intérêt à poursuivre la guerre. Au point de soumettre Trump à sa volonté. Pas soumettre à sa volonté, mais il a utilisé des moyens subtils, des pressions subtiles. Oui, mais il faut tout de même, en suivant un peu ce que vient de dire M. Kerwin, il faut d'abord garder en vue que pour le gouvernement israélien, il y avait une fenêtre d'opportunité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'eux, ils ont considéré que l'État iranien était à un stade où il était affaibli. Mais c'est une erreur d'appréciation. Oui, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont cru que l'État iranien était affaibli et qu'il suffisait d'une frappe chirurgicale, de décapitation sur le guide suprême et des hauts commandants pour que finalement le régime s'effondre ou qu'il y ait des défections au sein du régime pour favoriser en fait une situation à la vénézuélienne. Oui, donc c'est un peu ce qui a été vendu à Donald Trump. Il y a un élément qu'il faut essayer de comprendre et d'expliquer. En juin 2025, la fameuse guerre des 12 jours, ce n'est pas l'Iran qui l'avait engagée. Non. Et c'est eux-mêmes qui, au bout de 12 jours, ont demandé un cessez-le-feu. Oui. Et l'Iran a accepté. Oui. Mais parce qu'ils avaient sous-estimé la puissance de l'Iran. Parce que beaucoup de stratégies militaires. En 6 mois, qu'est-ce qui a évolué? Non, mais parce que qualitativement en leur faveur pour qu'ils pensent que le moment est venu maintenant pour... Parce que vous et moi, nous ne sommes pas dans le secret des rapports, des renseignements de ces pays-là. Parce qu'ils ont vu comment l'Iran... Parce que l'Iran, à la vérité, durant la guerre de 12 jours, a retenu ses coups. C'est vrai que Israël a reçu beaucoup de dégâts, mais quand vous voyez la riposte de l'Iran contre le bombardement américain, c'était pas grand-chose. Parce que l'Iran avait même averti les Américains. Quand les Américains ont bombardé avec les B-2 les centres, les installations nucléaires, l'Iran a averti au préalable les Américains qu'ils allaient riposter. Et donc les Américains ont pris le soin de pouvoir enlever tout ce qu'il y avait comme personnel et matériel au niveau de la base où ils devaient avoir la riposte. Et ils ont riposté, c'était pas grand-chose. Vous voyez, donc, en fait, eux, ils ont cru qu'au niveau des proxys, l'Iran était affaibli. Et donc, l'Iran lui-même était aussi affaibli parce que n'oubliez pas qu'en temps, il y a eu beaucoup de manifestations. C'est vrai. Il y a eu beaucoup de manifestations en Iran. Oui. Et donc, ils se sont dit que le régime est impopulaire. Et comme le régime est impopulaire, il suffit de décapiter les dirigeants. C'est ça. Il y aura donc des défections.
Et c'est les responsables qui vont faire défection vont s'allier avec les mécontents, et on aura un régime change. Vous voyez? Donc pour eux, c'était ça le plan parfait. Donc ce qui fait qu'ils ont sous-estimé l'Iran. Ils ont sous-estimé l'architecture d'organisation de l'État iranien. Donc ce qui fait que quand ils ont fait leur frappe de décapitation, ils ont été surpris. D'ailleurs, même Donald Trump l'a dit lui-même, qu'il ne comprend pas comment l'Iran ne capture toujours pas. C'est la différence de deux services de renseignement. Parce que là, vous le dites bien, les Iraniens, ces 20 dernières années, se sont instruits de l'expérience irakienne et afghane et ont essayé de décentraliser, déconcentrer de Téhéran vers l'arrière-pays les moyens de riposte et les moyens de défense. Ce qui fait qu'il suffit pas de prendre Téhéran ou de décapiter quelques régimes pour que l'Iran tombe. Ça veut dire quoi? Que les renseignements israéliens et américains n'ont pas été au courant, ne savent oui, mais pas. en fait c'est une affaire de logiciel. Vous voyez, parce que dans le logiciel occidental, le commandement est vertical. C'est-à-dire qu'il y a un chef, il donne des ordres et les autres obéissent. Donc, il considère, il projette, parce que comme disait... Le schéma sur l'ennemi. Voilà, comme disait... Ils font de la projection sur l'autrui. Malebranche. C'est-à-dire qu'en fait, on se trompe quand on projette chez l'autre, c'est qu'on est soi-même. C'est vrai. Voilà, c'est-à-dire qu'eux, ils ont cru que l'Iran était organisé pareil. Que si on décapite les chefs, eh bien, il y aura une difficulté au niveau de la chaîne de commandement. Et l'architecture va s'écrouler. Alors que les Iraniens avaient anticipé tout ça. Vous voyez? Donc, vous avez quand même, comme l'a évoqué Kerwin, c'est une vieille civilisation qui a inventé le jeu d'échecs. Oui. Vous voyez? Donc, c'est des joueurs d'échecs, les Iraniens. Ils sont capables de penser 10 coups, 15 coups à l'avance. Vous voyez? Donc, ils ont prévu tout ça. Et leurs moyens, leurs vecteurs de puissance, donc les missiles, etc., tout est en souterrain. Donc, ils ont la capacité de nuisance, une capacité de nuisance redoutable. Oui, donc, la vérité, c'est que les Américains et les Israéliens ont sous-estimé l'ampleur de la puissance iranienne. Mais l'autre vérité, c'est que, déjà, non seulement qu'ils ont décentralisé les commandements, mais ils ont prévu dans chaque poste 4 personnes qui connaissent les dossiers et qui peuvent instantanément prendre le relais. Prendre les relais. Dès lors que le premier est abattu. Oui, dans chaque poste. Et ça fait plus de 40 ans que l'Iran se prépare à la guerre. Tous les tunnels de Gaza, c'était des entraînements. C'est l'Iran qui a conseillé les Hamas à creuser ces tunnels. Ils en ont enfoncé profond sur la terre et nous venons de nous rendre compte que l'Iran a inventé la guerre des drones. Les Américains, les Israéliens, ou si vous voulez les Occidentaux en général, les logiciels, c'est la guerre classique. Vous avez un terrain vague. Bombardement. Vous avez un terrain vague, couvert d'herbe, et puis tout à coup, ça s'ouvre. Ça s'ouvre et des missiles sortent. Voilà, parce que comme l'a dit Kerwin, c'est que dans le logiciel occidental, la guerre, surtout américain, surtout les Américains, pour eux, la guerre, c'est quoi? C'est bombardement, et ensuite troupes au sol, et c'est la fin de la guerre. Vous voyez? Parce qu'avec la guerre du Koweït, c'est ce qu'ils ont fait. Oui. Ils ont pris plusieurs jours, au moins 80 jours de bombardement. Comme en Irak voilà, aussi. Comme en Irak. Comme en Libye. Voilà. Mais après, pour finir une guerre, il faut des troupes au sol. Vous voyez? Mais bon, les Iraniens, ils sont préparés à ça. Et Donald Trump ne peut pas se permettre d'envoyer des troupes au sol, puisque en novembre, il aura des élections. Ouais. Ouais, donc, il ne veut pas voir des cercueils rentrer aux États-Unis avec la bannière étoilée. C'est ça. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. Deuxième partie de notre rendez-vous politique, le numéro de ce jour est consacré au décryptage de la guerre en Iran et du Moyen-Orient qui, dans son ensemble, s'embrase. Nous l'avons vu, les chers invités, dans la première partie de notre émission, les dessous véritables de cette guerre. Mais avant de parler de l'embrasement de la sous-région, parlons de la communication de Trump. Vous êtes dans la communication. Il nous dit, en janvier 2025, quand il prend le pouvoir, que la guerre en Ukraine n'aurait jamais dû être engagée s'il avait été président. Que c'est de l'incompétence pure de la part de Joe Biden d'avoir laissé cette guerre se déclencher. Et là, pour une raison moindre, lui-même volontairement déclenche cette guerre. Il n'a aucun problème de cohérence. Il a un problème de cohérence à vue d'œil. Mais en réalité, lorsque la CIA a reçu l'opération au Venezuela, pour lui, il a cru que l'Iran, c'était le Venezuela. Ça devait être facile. En 2 jours, l'affaire est pliée et ça serait tout bénéfique pour lui sur le plan communication. Et après, il pouvait bien vendre l'affaire. Comment allait-il vendre l'affaire? Parce que la guerre, ce n'est pas que États-Unis, Israël contre l'Iran. En réalité, c'est la guerre économique États-Unis-Chine. Effectivement. Oui, il faut décapiter tous les proxys, entre guillemets, de la Chine. Le Venezuela, qui avait un contrat de 17 milliards de dollars de pétrole en yuan, avec la Chine, le canal de Panama, parce que les États-Unis doivent contrôler toutes les routes maritimes. Même l'affaire du Groenland, c'est juste par rapport aux routes maritimes. Neutraliser l'Iran, un des plus gros partenaires en matière de pétrole et de gaz de la Chine. Et surtout, garder les dollars comme monnaie de référence dans le monde. Donc, il y avait aussi cet enjeu. Dire, j'ai neutralisé l'Iran en 2 jours, voilà, maintenant, je suis en posture de gagner la guerre de positionnement, la guerre économique avec la Chine. Pour les élections de mi-mandat, ça serait tout bénéfique pour lui. Sauf que ses conseillers lui ont vendu un mauvais logiciel. Il a sous-estimé l'Iran. Certains de ses conseillers, pas eux tous. Oui. Parce qu'il y en a qui ont dit la vérité et qui n'ont pas été écoutés. Hein. Sun Tzu a dit, sous-estimer ou maîtriser son adversaire, c'est le chemin vers l'échec. Et il y a un analyste politique dont j'oublie les noms qui a dit, à eux la puissance, à l'Iran la nuisance. Il avait vraiment sous-estimé la nuisance. Et là, le monde est en train de... C'est vrai que le jeu valait le coup, parce que si effectivement l'Iran avait été démantelé, elle avait les réserves de pétrole et les réserves de gaz, ça aurait fait effectivement un bon business. Et l'OTAN se serait retrouvé à la frontière russe directement, comme avec l'Ukraine. Brice Nzamba, question de droit maintenant. L'Iran, pour riposter, n'a pas seulement commencé par envoyer des missiles en Israël, à Tel Aviv et autres, mais elle a commencé par détruire les bases militaires américaines dans les pays voisins. Mais pas seulement. C'est là où maintenant, moi, je veux vous poser la question sur la légalité. Elle bombarde également des raffineries de certains pays voisins en disant, d'abord, vous arrêtez votre partenariat avec l'Américain, il faut chasser les Américains, nous ne voulons plus les avoir sur le sol de nos voisins, et ils commencent maintenant par s'en prendre aux raffineries de ces voisins. Est-ce que ça, c'est légal? Est-ce que le pays souverain n'a pas le droit de choisir son partenaire? Oui, non, mais un pays souverain a le droit de choisir avec qui il veut être en partenariat militaire, c'est sûr. Mais la riposte de l'Iran, pour ma part, je pense qu'elle est justifiée, puisque d'après l'Iran, il y a des attaques de son territoire qui partent des bases américaines qui sont installés dans ces pays du Golfe. D'accord. Donc, il est en droit en ce moment-là, en légitime défense, de s'en prendre à ces bases américaines. Oui. Bon. Il me semble que les attaques des raffineries sont arrivées après qu'Israël ait attaqué les raffineries en Iran. C'est vrai. Donc, c'est en riposte aussi. Mais bon, c'est vrai qu'on peut nous dire que pourquoi ils n'ont pas riposté aux raffineries israéliennes et pourquoi les raffineries du Golfe. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que, comme je le disais tantôt, les Iraniens, c'est des joueurs d'échecs. Parce qu'ils considèrent que la guerre, c'est la guerre totale maintenant. Donc la guerre, elle n'est plus que militaire, elle doit être aussi économique.
Oui. Donc, elle doit mettre la pression sur les pays du Golfe pour que les pays du Golfe, qui ont aussi une certaine influence sur Washington, que les pays du Golfe comprennent qu'ils ont beaucoup à perdre s'ils n'utilisent pas leur influence auprès de Washington pour mettre fin à cette guerre. Donc, il faut faire monter la pression. Et la pression pour les pays du Golfe qui apparaissent comme une vitrine économique en pleine expansion, c'est de s'en prendre donc au pétrole et là récemment au gaz. Oui, donc en fait, sur le plan de la légalité stricto sensu, c'est pas légal puisque oui. Mais on va se détruire mutuellement. Voilà, mais sur le plan militaire et politique et stratégique, c'est intéressant. Mais juridiquement, puis ça peut se défendre. Comment ça? L'Iran peut utiliser l'article 51 de la Charte des Nations Unies sur la légitime défense en faisant une certaine interprétation de la résolution 3314. Lorsque vous hébergez dans votre territoire des forces hostiles contre un pays, ce pays a le droit de se défendre. Oui, alors là, maintenant, les bases militaires américaines... Contre les bases militaires. Oui, là, on peut utiliser la résolution 3314. Mais mon potentiel économique, mes richesses personnelles, pourquoi vous en prenez Non, ça ne rentre pas en ligne de compte. Mais c'est ce que l'Iran dit qu'il ne vise pas les potentiels... Ah, mais si, non, mais... Non, au début, ne visait pas les potentiels économiques. Il visait d'abord les bases. C'est ça. Une fois que les bases ont été détruites, puisque visiblement elles sont détruites. Ça devient les intérêts des États-Unis. Et si les États-Unis sont propriétaires... Alors, ce que les Iraniens disent, excusez-moi, Kerwin, ce que les Iraniens disent, c'est que au niveau... Parce qu'il y a une banque aussi qui a été attaquée. Parce que dans cette banque, il y a des actionnaires américains. Oui. C'est ce qu'ils disent. D'accord. Il y a une banque iranienne qui a été touchée. Ils ont bombardé aussi une banque, je crois que c'était au Qatar, parce qu'ils estiment qu'il y a des actionnaires américains. Et donc après, ils ont lancé un ultimatum disant que si vous touchez à nos raffineries, on va toucher aux raffineries du Golfe dans lesquelles il y a des actionnaires américains aussi. Vous voyez ? Donc quelque part, juridiquement, si moi je devais essayer de défendre le dossier iranien, je dirais qu'à partir du moment où il y a des intérêts américains au sein de ces raffineries, ça peut expliquer que ces raffineries soient attaquées, puisque les actionnaires, maintenant on ne sait pas est-ce que c'est des actionnaires majoritaires ou minoritaires, bon ça c'est un autre débat, mais à partir du moment où il y a des intérêts américains dans ces compagnies pétrolières, bah, ça peut justifier... les États-Unis, ce sont les États-Unis qui ont commencé la guerre, qui ont agressé, qui ont agressé l'Iran. Ça peut s'expliquer que dans le cadre de la légitime défense, qu'on puisse s'en prendre à certains intérêts. N'oublions pas dans cette affaire, on a bombardé une école de jeunes filles. C'est vrai. Il y avait plus de 150 jeunes filles qui sont décédées et l'Iran menace de s'en prendre à certains hôtels où des militaires américains qui ont quitté les bases sont partis se réfugier. Donald Trump dit: nous avons détruit toute la marine iranienne. Et dans le même temps, il appelle à l'aide pour qu'on débloque la situation dans le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qui se passe? C'est de la fanfaronnade. C'est de la communication. C'est de la fanfaronnade. Vous savez, si vous alignez les tweets du président Donald Trump, les uns après les autres, vous allez voir, c'est extraordinaire. On peut même faire des sketchs, des guignols là-dessus. C'est-à-dire que vous avez des communiqués triomphalistes, mais qui sont démentis sur le terrain. Voilà, parce que si vous avez détruit toute la navire iranienne, donc vous pouvez circuler dans les détroits d'Ormuz. C'est ça. Donc, mais ils ne peuvent pas le faire, puisqu'ils demandent l'aide des pays alliés. Oui. Bon, les pays alliés qui, eux, ont les renseignements qui fonctionnent, ils savent qu'ils ne peuvent pas s'engager dans ça. Mais les Iraniens eux-mêmes, ils le disent. Voilà, si vous pensez nous avoir détruits, bon, venez et puis on va voir. Il faut prendre avec distance ce qu'est dit le président américain. Il faut de la distance. Ce qui se joue aussi dans cette guerre, et on peut se poser la question pourquoi le président américain fait ça à son pays, c'est un mythe qui tombe. Au fond, que des radars positionnés dans le Moyen-Orient par les Américains à coût de milliards de dollars pour, dit-on, protéger ou assurer la sécurité de ces pays, qu'on pulvérise tout ça en 2 temps 3 mouvements et que au fond tout le monde est devenu si vulnérable, ça pose un problème sur au fond la crédibilité ou la véracité supposée de la puissance militaire des Américains. Quand on regarde la puissance militaire américaine, c'est vrai qu'ils ont technologiquement, financièrement, ils ont l'armée la plus puissante du monde avec l'armée russe. Ça, c'est vrai.
Mais regardez toutes les guerres passées. Est-ce qu'ils ont gagné la guerre du Vietnam? Est-ce qu'ils ont gagné avec l'OTAN la guerre en Afghanistan, par exemple? Non. Et même la guerre du Golfe. Quand on pense qu'il y a, par exemple, un suicide par jour aux États-Unis, des anciens combattants d'Irak, avec une facture faramineuse au niveau de la sécurité sociale américaine, on ne peut pas dire que les Américains ont gagné. Mais bon, après, ils nous montrent Rambo 3. Mais souvenez-vous du film La chute du faucon, en Somalie. Ils ont débarqué en Somalie, en direct sur CNN, avec des bateaux amphibies. C'était très impressionnant. Mais les résultats, on connaît. L'armée américaine avec les Delta Force qui sont allés en promenade de santé au Venezuela, c'était une catastrophe en Somalie, à telle enseigne que les forces de l'ONU, et ils ont dû faire appel à d'autres forces pour les aider à se tirer de cette affaire. C'était en Somalie, n'est-ce pas? Oui, c'était en Somalie. En 91, je crois. C'était en 86, oui, où on traînait des soldats américains dans les rues de Mogadiscio. Ouais, ils sont allés en promenade, mais ça a été une catastrophe pour eux. Donc, dire que ils sont les plus puissants, que bon, ils peuvent aller toujours en promenade de santé partout, ça ne fonctionne plus. Maintenant, c'est les missiles patriotes à 1, 2, 3 millions de dollars contre de drones Shahed à 17 000 dollars. Voilà, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une différence entre une guerre classique et une guerre asymétrique. C'est pas pareil. C'est-à-dire que quand vous avez deux puissances conventionnelles qui se font face, c'est différent. Vous pouvez en ce moment-là mettre en valeur tout ce qui est artillerie, tout ce qui est force aérienne, etc. Les troupes, là, vous pouvez mettre en œuvre votre puissance. C'est ça. Mais quand vous avez une force asymétrique, c'est-à-dire qui est plus faible que vous, mais qui dispose de grands moyens de nuisance, c'est ça. Voilà, c'est différent. C'est-à-dire que ce que vous avez prévu pour la guerre classique n'est pas adapté pour ce genre de guerre. L'histoire de l'éléphant et de la moustique, comme on a appris à l'école. Absolument. C'est-à-dire que celui qui est faible, il a le temps pour lui. C'est-à-dire que lui, ce qui compte, c'est de durer et de pouvoir, de temps en temps, vous infliger quelques pertes qui vont se répercuter sur votre morale, parce que vous êtes tenu par l'opinion publique nationale aussi. Oui. Vous voyez? Donc, il y a tous ces paramètres-là qui entrent en jeu, avec des moyens faibles, c'est-à-dire qu'eux, ils engagent des moyens qui ne sont pas chers, avec les drones Shahed, etc., c'est pas cher. Mais vous voyez, comme l'a dit Kerwin, quand il faut abattre un drone Shahed qui coûte quelques milliers d'euros par un missile qui coûte des millions, mais déjà, vous êtes perdant. Vous abattez un drone, mais vous êtes perdant. 11 milliards de dollars en une semaine qu'ils ont dépensé. Ça, au niveau de l'opinion publique américaine, voilà, c'est ça. Ça commence à faire mal. Et il faut voir loin. C'est-à-dire que cette guerre montre aux pays du Golfe que les États-Unis ne sont pas le protecteur dont ils ont besoin. C'est le premier enseignement. C'est ça. Et les Russes et les Chinois leur ont vraiment savonné la planche pour qu'ils soient discrédités et qu'ils quittent la région la queue entre les pattes. C'est ça. Donc là, on se dirige vers une nouvelle fois une perte de prestige des États-Unis. Et de crédibilité. Voilà. Et donc, la question qui se pose... Comment on reconstruit après? Comment on regagne la confiance de ces partenaires? Est-ce que même les pays du Golfe vont maintenir leur accord avec les États-Unis, puisque là, manifestement, on a vu qu'ils ne sont pas capables de les protéger. Ouais, donc, ce que l'Iran fait, c'est un travail de sape dans la durée. Et l'Iran, on ne sait pas ce que la suite va donner, mais si l'Iran maintient sa permanence actuelle dans la riposte, l'Iran va s'imposer maintenant comme étant une puissance régionale incontournable. À côté d'Israël. Et va imposer des conditions dans de nouveaux dialogues qu'il y aura. Donc, encore une fois, le renseignement militaire américain et israélien ne savait pas que les Iraniens sont en train de mettre au point des missiles à sous-munitions qui peuvent saturer le dôme de fer en Israël. Non. Ils n'ont pas une information. Non, mais en fait, ils avaient une idée approximative de la réserve des missiles de l'Iran. Mais comme je l'ai dit au départ, eux, ils comptaient sur la décapitation du régime. La tête, oui. Et puis que la guerre allait être rapide. C'est-à-dire qu'on décapite le régime. Et puis comme il y a déjà le régime est impopulaire, il y aura un changement de régime. La guerre va s'arrêter rapidement. Donc c'est ça le calcul. Et ce qui fait que les Américains, ils s'en sortent plus. Et qu'aujourd'hui, on ne sait plus les buts de guerre des Américains. Le deuxième enseignement, vous l'avez dit, le premier, c'est pour les pays du Golfe. Le deuxième, et c'est amusant de voir que les membres de l'OTAN se divisent sur l'Iran. On était tous, si Donald Trump n'avait pas été
élu ici de Joe Biden, enfin pas Joe Biden, Hillary, comment il s'appelait? Elle s'appelait Kamala Harris. Harris avait été élu. Mm. L'OTAN serait en train de faire la guerre en ce moment à la Russie. Mm. Et là, on voit les mêmes membres de l'OTAN dire aux Américains, c'est votre guerre, ce n'est pas le... Vous êtes Oui, allés mais tous- vous êtes c'est allés quand tout même seuls. Donald Trump qui a commencé, quoi. Ils se sont fait humilier par Ah bah Donald oui, Trump. bah oui, bah oui. Bon, ils ne vont pas mouiller les maillots pour venir les tirer d'affaire. Oui. Et puis, et comme ils ont déjà souvent une longueur d'avance, je pense que les gens voient les négociations futures parce que la région sera remodelée. Il faut faire preuve d'un peu de retenue parce que tout le monde pense au gaz et au pétrole et surtout à cette route maritime qui a au niveau de cette région, surtout contrôlée par l'Iran, ça s'affichait auprès de Trump, peut-être contre-productif pour le futur. Bon, je pense que Oui, c'est ils ça. sont De tout toute simplement façon, prudents. Parce que il faut dire que déjà, Donald Trump, quand il a engagé sa guerre contre l'Iran, n'a pas consulté les pays européens. Ouais. Il ne les a pas informés. Il les a pas... Pour des raisons que vous avez évoquées. Voilà, ça il dit se que croyait tellement fort, c'est réglé en 4 jours. C'est ça. Ça dit comme que au Venezuela. il a voulu faire ça tout seul avec Israël. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Donald Trump a déjà humilié beaucoup les pays de l'OTAN avec la guerre en Ukraine en leur disant c'est votre guerre, débrouillez-vous, les armes, vous les achetez chez nous, mais nous, on ne vous les donne plus gratuitement ou comme le faisait Biden. Et troisième point, avec la question du Groenland, avec C'est vrai. la volonté de vouloir conquérir, annexer le Groenland. Ouais. Donc ça a créé des divisions au sein Et même le Canada. de l'Alliance transatlantique. Donc, C'est vrai. il y a des fissures. Donc quand on a lu tout ça, bah, les Européens, ils ne vont pas y aller. Voilà, parce qu'ils considèrent que c'est une guerre qui est illégale, parce que l'Europe se considère comme aujourd'hui comme la gardienne du droit international. C'est la posture que prend l'Europe aujourd'hui. Donc si l'Europe soutient la guerre de Trump, alors pourquoi l'Europe s'opposerait à la guerre de la Russie contre l'Ukraine? Du coup, c'est la fin Donc, de l'OTAN. Voilà, donc ça fait... Et maintenant, c'est déjà Donald Non, Trump. ipso Et facto... ça va vous coûter cher, votre posture. Oui. Vous ne voulez pas m'aider, mais ça va vous coûter cher à l'avenir. Oui, mais à la vérité, l'OTAN, aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a 2 personnes qui boivent en ce moment leur petit lait. Oui. C'est Poutine et Xi Jinping. Xi Jinping. Oui. Ben, c'est ainsi que je disais qu'ils en ont profité pour savonner la planche sur laquelle les États-Unis étaient, pour qu'ils glissent et qu'ils quittent la région. Je ne serais pas surpris que les Russes et les Chinois aient fourni certains renseignements Ah non, mais aux c'est clair Iraniens, que c'est... parce que la précision avec laquelle ils ont atteint certaines bases américaines, surtout les radars, c'est tellement chirurgical. Je sais que les Iraniens sont forts, mais à ce niveau-là, il faut quand même un pays qui ait une expertise un peu supérieure. On marque une coup de poing, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel. 3e et dernière partie de notre émission, de notre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au décryptage de la guerre en Iran et du Moyen-Orient qui s'embrase. Le Moyen-Orient qui est à feu et à sang en ce moment. Quelles répercussions pour l'Afrique? Comme toujours, l'Afrique voit tout ça de loin.
La guerre, si les Européens, les autres membres de l'OTAN disent c'est pas notre guerre, les Africains ont plus de raisons encore de dire que ce n'est pas leur guerre. Sauf que si la situation ne se règle pas au niveau du détroit d'Ormuz, c'est la flambée, ça va être la flambée. C'est une bonne nouvelle pour les économies. Pour ceux qui produisent du pétrole et du gaz. Oui, pour les autres, non. Surtout quand c'est l'inflation que ça va. L'Algérie, côté gaz, l'Algérie est déjà en train de tirer son épingle du jeu. Ensuite, nous avons le Nigeria, l'Angola, le Congo-Brazzaville, dans une moindre mesure, le Gabon, et les 2 nouveaux pays pétroliers, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Bon, et la République démocratique du Congo a d'énormes réserves. Oui, il y a ça, mais moi, j'aimerais quand même revenir sur un point, c'est que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que l'atteinte qui est portée au droit international, les pays africains doivent s'en inquiéter absolument. Parce que le droit international est fait pour protéger d'abord les pays faibles. Vous voyez, c'est la garantie que vous êtes dans votre territoire, dans vos frontières, et que vous ne risquez pas un pays tiers puisse vous agresser parce que vous êtes protégé par le droit international, parce que la communauté internationale sera prête à prendre des mesures pour mettre fin à cette agression. Vous voyez, bon, déjà la RDC connaît cette agression à l'Est déjà. Bon, aujourd'hui, de voir les États qui sont les États puissances, qui sont censés être les garants, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ordre international dans lequel nous vivons, c'est quand même les Américains qui ont été quand même à la pointe de cette organisation-là. De voir que ce sont les États-Unis qui sont en train d'enterrer cet ordre international, c'est quand même dangereux pour les États africains. Parce que ça veut dire que même les États faibles, si les États puissants ne respectent plus la loi, alors donc aujourd'hui, les États, même parmi les États faibles qui doivent être protégés par le droit international, tout est permis maintenant. C'est-à-dire que... Donc il n'y a plus les règles, on les respecte. On peut très bien, matin, se réveiller, les Américains ont débarqué à Niamey, dire... Ah oui, absolument. Sinon on enlève le président. C'est ça. Donc, premier aspect, les gardiens de l'ordre international ont sabordé cet ordre. Donc, tous les pays africains sujets des droits internationaux doivent s'en inquiéter parce que c'est dangereux pour tout le monde. Deuxième fait, si quelques États peuvent tirer leur épingle du jeu, la société, la population africaine, globalement la société civile, a beaucoup à s'inquiéter. Oui, parce qu'il y aura de l'inflation. Il y aura de l'inflation et l'Iran, c'est un des plus gros producteurs d'engrais agricoles au monde après l'Ukraine. Donc on a déjà un souci avec l'Ukraine. Avec l'Iran, je pense que l'agriculture africaine a de quoi se faire des soucis. Troisième chose, c'est que l'espoir des pays du Sud, globalement, c'était les BRICS. Avec l'attaque de l'Iran, on est en train de faire éclater les BRICS parce que les gens ont comme l'impression que la Russie et la Chine n'interviennent pas. Sauf que pour qu'ils interviennent, il faut certaines conditions. C'est intéressant ce que vous dites. Et ça doit nous amener à répondre à la question, au fond, qui va perdre cette guerre? Elle va durer combien de temps? Comment envisager la suite maintenant? On nous dit, de toute façon, si les autres alliés de l'OTAN refusent d'aider, il va falloir débarquer des milliers de marines dans la région pour desserrer les taux. Devant des gens qui ont un rapport particulier à la mort, qui n'ont pas peur des morts contrairement aux Occidentaux. Oui. Parce que, à mon avis, mais c'est très intéressant l'analyse de Kerwin, parce que il faut retenir que les BRICS, c'est pas une alliance militaire. C'est pas une alliance militaire. C'est économique. C'est un regroupement des États sur des aspirations un peu à la mutuelle. C'est-à-dire que le centre ne soit plus qu'en Occident, mais que le Sud aussi puisse peser de son poids. Avec l'émergence économique et tout ça. Donc, en fait, peut-être que les pays du BRICS devraient envisager des formes de coopération ou d'une alliance militaire pour se sécuriser. Voilà, parce que les pays de l'Occident ont l'OTAN, mais les BRICS n'ont pas d'accord militaire. Puisqu'il y a beaucoup qui disent pourquoi la Russie n'intervient pas. Il faudra un bras militaire, un bras armé. Voilà, il y a un accord de coopération militaire entre l'Iran et la Russie, mais il n'y a pas un accord de défense. De défense mutuelle. Voilà, parce que la Russie n'a d'accord de défense qu'avec la Corée du Nord. Oui. Vous voyez, donc, alors, pour être plus concret et pragmatique, les Américains ne veulent pas perdre la face. Cette guerre prendra fin comment? Mais bon, je pense qu'avec Donald Trump, tout est possible.
C'est-à-dire que Donald Trump, il peut, un matin, se Prendre réveiller l'initiative d'engager. et dire que nous avons décapité les dirigeants iraniens, on a détruit leur marine, comme il a déjà dit, Oui. on a détruit leur base, etc. Donc, ils sont à terre. Maintenant, il appartient au peuple iranien de pouvoir prendre le relais. Nous, on considère que la mission est accomplie. Et Il peut le faire. Non, mais les Iraniens disent non, c'est nous qui détenons désormais la montre. Hein. Oui, Oui, c'est- oui. oui, mais Oui. pendant ces temps, ils sont en train, en sommet, de négocier avec Les Américains. Russes. Oui, de négocier avec, Avec les les Russes Russes pour pour- qu'ils calment l'Iran. Mm. Et que tout le monde sorte par les hauts. Alors, ce qui va se passer, les États-Unis C'est auront pas une mal, ça, victoire comme symbolique. L'Iran sera détruit pour un temps. Ça va demander de la reconstruction. Et puis, Israël se sentira en sécurité parce que les proxys ont été mis à genoux, mais pas complètement détruits. Et ils ont quand même lancé un nombre incalculable de bombes sur l'Iran. Et ils ont démontré leur savoir-faire avec l'histoire des BIP et surtout comment ils ont tracé tous les dirigeants iraniens et même suscité les manifestations qu'on a eues dernièrement. Parce Ouais, que ça, les Israéliens l'ont revendiqué. Donc, quelque part, c'est leur vitrine, hein, leur savoir-faire a été vraiment démontré à un niveau peut-être supérieur même à celui des États-Unis. Sauf que si l'initiative de la paix vient des Américains par le truchement des Russes, comme les Iraniens se sentent le vent en poupe, ils vont dire, écoutez, nous allons signer d'accord la paix, mais programme nucléaire, vous pouvez oublier. Oui, nous mais parce allons que, tout faire. les Iraniens, ils font maintenant comme les Ukrainiens, ils demandent des garanties de sécurité. Ils demandent des garanties de sécurité. Et puis, ils veulent en fait, de nouvelles conditions. Parce que comme ils ne font plus confiance aux Américains, Ben parce oui. que chaque fois qu'ils négocient, il y a des bombardements qui arrivent après. Donc, les garanties de sécurité, elles vont consister en quoi? Donc ça encore, ça va demander des discussions, des débats pour pouvoir... Parce que les Iraniens ne veulent plus qu'après là, que ce soit juste une pause et qu'après 6 mois, qu'il y ait on encore les bombarde. une campagne de Voilà. bombardement. Vous voyez? Alors là, il Donc, faudrait aussi réactiver l'accord que les Chinois ont réussi à obtenir entre l'Arabie Saoudite Oui, et l'Iran. et l'Iran. Ensuite, résoudre le problème du Liban. Et au niveau Ça aussi, d'Israël, c'est il faut un- vraiment qu'on s'engage à trouver une solution déjà par rapport à Gaza et surtout aussi par rapport à leur sécurité. Ils ne peuvent plus continuer à vivre dans une région où tous les pays environnants semblent hostiles. Voilà. Mais pour Netanyahou, si le régime de Mollah est toujours au pouvoir, Son combat ça continue. va être un échec. Donc pour lui, il va pas s'arrêter. Il y aura encore un Il troisième. faut un nouveau Begin. Et oui. Il faut un nouveau Begin. Voilà, Cela c'est ça. dépend maintenant des élections israéliennes parce que c'est un pays démocratique. Je pense que cette fois-ci, ils vont se dire, avec l'extrême droite, nous avons la guerre et réinsérons la gauche. Peut-être que quelqu'un va réactiver les accords d'Oslo et étendu aux autres pays de la région parce qu'ils ont beaucoup à gagner. Parce sur qu'il y le plan a économique. aussi, il faut le dire, il y a aussi beaucoup d'Israéliens qui sont dans cet état d'esprit. Oui, bien hein, sûr, bien sûr. qui pensent à cette solution-là. Parce que, voilà, l'extrême droite israélienne nous embarque dans une sorte d'unilatéralisme ou de pensée unique où on pense ce qu'ils pensent, c'est ce que pensent tous les Israéliens. C'est pas vrai. Non, non. Ils Il sont y a des- messianiques, hein, leur problème à eux, c'est que Moi, je ils ne sont- veux pas aborder ce chapitre-là. Non, non, mais ce que pas veut vrai. dire Kerwin, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de manifestations en Israël pour appeler quand même déjà à la justice, c'est-à-dire que le Premier ministre soit entendu et que les pouvoirs de la Cour suprême ne soient pas restreints. Oui. Donc il y a quand même, comme on l'a dit, Israël, c'est une démocratie. Donc il faut faire confiance au peuple israélien. S'il y a des dysfonctionnements au niveau de l'orientation politique du pays, ils vont trouver une solution pour réorienter comme il faut. Et l'autre renseignement, c'est peut-être le dernier qu'on peut observer dans cette émission, c'est que 2 personnes, ou du moins quelques individus, ont comme ça le pouvoir de remodeler le monde. Oui, c'est le pouvoir, M. Togbe. Ça s'appelle le pouvoir. Paul Valéry a dit C'est que le la pouvoir. guerre, c'est lorsque plusieurs personnes qui ne se connaissent pas Oui. se battent pour le compte de quelques personnes qui se connaissent mais ne se battent pas. Non, mais moi j'irai plus loin. C'est un journaliste qui disait que la guerre, c'est lorsque les hommes politiques convainquent les journalistes d'écrire des articles sur une guerre à mener, et que les journalistes commencent à en parler, et que les politiques commencent à croire ce que ces journalistes disent. Et au final, ils font ce qui se passe. Et cette guerre nous fait malheureusement oublier celle que nous avions avant. Elle va finir comment, la guerre en Ukraine?
Mais On en en fait, parle presque plus. selon les renseignements de la CIA avec l'audition de Tulsi Gabbard, il dit que les Russes ne sont pas prêts à arrêter la guerre en D'accord. Ukraine et qu'ils sont, Donc Zelensky va capituler. ils sont en position avantageuse. Donc, ils attendent que l'Ukraine puisse se retirer Et Poutine peut du justement Donbass. utiliser la situation de faiblesse de Donald Trump Ah en oui. Iran pour exiger et obtenir ce Oui, mais qu'il voulait en Ukraine. déjà là, économiquement, comme on l'a dit, la Russie tire son épingle du jeu. Puisque Donald Trump a été obligé de lever l'embargo sur le pétrole sur le russe. pétrole. Donc, Pour essayer de baisser le prix voilà, du du pétrole. pétrole sur le plan mondial. Donc, la Russie aujourd'hui est en pole position. Merci. Merci à vous d'avoir participé à cet échange. Je vois que vous avez une parfaite maîtrise du sujet et la problématique. Et ça fait plaisir d'échanger avec vous. On va observer comment la situation va évoluer. Et bien entendu... Et surtout pour les pays africains, imitons l'Iran en formant notre jeunesse et nos femmes, qu'ils aillent à l'école, qu'ils aillent à l'université. C'est un véritable... Ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment capital. Il faut quitter TikTok, il faut les bêtises que nous faisons sur... Oui, mais il y a former ceux la qui jeunesse. utilisent TikTok de façon intelligente. Ah oui, on est Oui, d'accord. mais en Afrique, on utilise TikTok pour les danses, des trucs comme ça. Bon, mais en fait, comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'il faut... Parce que quand on pense qu'en 2050, on va être à 2 milliards, C'est ça. avec au moins 70% des jeunes, si on ne pense pas à la formation de ces jeunes-là, il faut former des ingénieurs, parce que le projet, je parle du Congo-Brazzaville que je connais bien, tous les jeunes, leur projet, c'est quoi? C'est de créer un parti politique ou d'entrer en politique parce qu'on va s'enrichir rapidement. Donc si Ça, c'est un mauvais modèle. Ça. Ah non, c'est pas parce qu'on ne développe pas un pays avec les partis politiques. Non. Il faut créer des entreprises. Absolument. Pour créer des entreprises, il faut avoir des jeunes qui ont de Qui ont la l'initiative, compétence, qui ont de la compétence et qui ont accès au crédit pour pouvoir monter leur boîte. Et pour que les jeunes aient de la compétence, il faut le dire. Il faut les former. Il faut les former. Oui. Et pour les former, il faut valoriser la fonction enseignante. Il faut que on fasse en sorte que l'enseignement attire plus de gens, que nos enseignants vivent bien. Il n'est pas normal que aujourd'hui une fille qui montre ses fesses sur Internet gagne plus qu'un professeur d'université parce que nos professeurs d'université sont abandonnés, ils ne sont pas bien payés, au lycée, au collège non plus. C'est un scandale. Absolument. Absolument. Merci. Merci à vous. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique. Vous l'avez vu, le numéro de ce jour a été consacré au décryptage de la guerre en Iran. Merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. Restez fidèles à nos programmes NCA sur le bouquet Canal+, Afrique 573 et en France sur Afrique 426. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous. Merci, Richard. Merci.